Écoutez Isabelle Maréchal, c'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Isabelle Maréchal. Le 23 juin 2002, Julie Boisvenu était assassinée par un prédateur récidiviste, Hugo Bernier, qui va pour la première fois se présenter le 12 mars prochain, c'est dans quelques jours, devant la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Hugo Bernier a été trouvé coupable du meurtre sauvage de Julie Boisvenu, la fille du sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Et il a l'intention, malgré ce crime odieux, pour lequel d'ailleurs il a été condamné à 25 ans de prison, sans possibilité. En fait, c'est la prison à vie, sans possibilité de libération avant 25 ans. Là, ça fait pas 25 ans. Mais selon le processus judiciaire, il semble qu'Hugo Bernier ait droit à demander certaines permissions. Il va le faire dans quelques jours. Pierre-Hugues Boisvenu est avec moi. Bonjour Pierre-Hugues. Isabelle, bonne journée. J'ai été très touchée par votre témoignage sur vos réseaux sociaux hier où vous disiez que vous alliez aller témoigner devant la commission parce que ça, pour vous, c'est inacceptable. Puis pour nous tous, là, ça vient tous nous chercher. Là, ça nous touche profondément ce que vous vivez parce qu'il y a tellement, on dirait qu'il y a un déni de justice et votre fille en fait les frais, votre famille souffre. Vous souffrez aujourd'hui encore de ça. Ça n'a pas de bon sens qu'Hugo Bernier puisse demander. On a un peu transformé cette souffrance-là en action. En un combat pour donner un sens à un geste insensé. Et ce qui est questionnable dans la demande du détenu, parce que je ne l'appelle pas par son nom, est admissible, après 15 ans de détention, il est admissible à une révision judiciaire, parce qu'il est dans l'ancien système où après 15 ans, il avait le droit à une révision. Maintenant, c'est aboli. Il avait le droit après 17 ans, après 20 ans. Jamais il a fait de demande. Et là, à quelques années de ses 25 ans, voilà qu'il fait une demande. Donc, moi, ça m'apparaît insensé. Mais il veut sortir. Il veut sortir. Et ce qu'on découvre sur cet individu-là, parce que tu sais, j'ai eu 6 000 partages de cette 400 000 personnes l'ont lu. La publication. Là, les gens m'écrivent. Ouais. Des gens qui l'ont connu. Ouais. Des ex-conjointes. Toutes les femmes qu'il a rencontrées dans sa vie, il les a toutes violées. Donc, c'est un individu qui, sur le plan de la réhabilitation, m'apparaît impossible. Donc, c'est un individu qui va faire contrôler à vie. Mais notre système n'est pas fait pour contrôler ces hommes-là à vie. Lorsqu'on les remet en liberté, on les laisse dans l'anonymat et on les laisse aller. Et on s'aperçoit que quelques années après, il est arrêté parce qu'il a fait une autre victime. Pierre-Hugues, il faut à tout prix... je suis désolée de vous remettre là-dedans, mais pour que les gens comprennent bien ce que vous avez vécu, ce que Julie, votre fille, a vécu. Parce qu'il y a une grande partie d'hommage aussi dans ce que vous faites, dans cette action de vie, parce que c'est un peu un destin forcé pour vous. La mort de Julie vous a précipité dans ce que vous dites, ce combat de vie, mais c'est pour rendre hommage à votre fille. Je sais que vous faites tout ça. Et cette nuit-là, du 23 juin 2002, Hugo Bernier, ce récidiviste, venait d'être interpellé, plutôt 2 fois qu'une, par la police. Une trentaine de minutes avant qu'il s'attaque à Julie, la policier l'avait trouvé suspect. Et parce qu'il se cachait. Voilà. Parce qu'il, dans le fond, il était en libération conditionnelle pour encore agression sexuelle. Une agression sexuelle en Gaspésie. Il n'aurait jamais dû sortir, en fait. Mais il était sorti. Il y a eu 2 sentences très courtes. Hugo Bernier, c'est un peu un produit d'un système de justice très poreux, très laxiste. Parce qu'il faut se souvenir qu'en 1999, il avait été sentencé à 2 sentences de 18 mois pour la séquestration et le viol. Mais le juge a dit, les 2 sentences de 18 mois vont commencer en même temps, ce qu'on appelle des peines concurrentes, plutôt que des peines, conséquentielles qui se suivent. Qui aurait donné 36 mois, il aurait été dans un pénitencier fédéral, il aurait été évalué, son niveau de dangerosité, on l'aurait connu, Julie serait vivante, mais on l'a envoyé dans une prison provinciale et il a fait 3 mois. Donc c'est sûr que le système de justice a créé ce monstre-là quelque part en ne l'évaluant pas et en le remettant en liberté aussi dangereux qu'il était quand il est rentré. Ça, c'est la chose. Aussi, j'y vais, pourquoi? Parce que moi, j'ai 3 chapeaux, tu sais. Le père de Julie, impliqué dans l'AFPAD,
puis législateur. Et là, je me dis, les familles qui sont dans le système des libérations conditionnelles, qui n'ont pas ce parcours-là, elles sont perdues. On va accorder aux criminels psychologue, psychiatre, un avocat, des intervenants, et on dit à la victime, venez témoigner, puis elle est seule. Et la victime devra donner au détenu sa déclaration, mais nous, on n'a presque pas d'informations sur le parcours du criminel, sur son évaluation de dangerosité. On n'a pas accès à ça. Mais lui va avoir accès à notre déclaration et il pourra censurer des bouts qui ne font pas son affaire. Fait que, mais là, vous allez être dans la même pièce? Oui, parce que lui, il s'est déclaré autochtone. Oui, ça, j'ai vu la nouvelle affaire. Donc, ça va être plutôt que ce soit de façon conventionnelle, une table, des commissaires. Nous, on est un peu à part et on vient faire notre déclaration. C'est un cercle. Mm-hmm. Et là, il y a les prières au début, il y a l'encens, il y a tout ça. Vous, sérieux? Très sérieux. Et là, on nous a demandé hier, est-ce que vous voulez participer aux prières? Avec le meurtrier, avec le meurtrier. Fait, imagine-toi qu'on va laisser faire, hein? Donc, non, mais attendez. Là, ils vont vous mettre en cercle? Puis là, on va sortir le calumet de la paix? Là? Exactement. Oui. Et moi, ce que je reproche au système carcéral, c'est que pour être autochtone en prison, c'est de l'autodéclaration. Quand vous vous déclarez autochtone, on vous reconnaît autochtone et vous bénéficiez de tous les avantages. Entre autres, aller dans un pénitencier pour autochtone plutôt que blanc. Et on sait que les remises en liberté sont beaucoup plus faciles. Fait que ce que je soupçonne, c'est qu'il ne s'est pas seulement déclaré autochtone récemment pour bénéficier de largesse. Parce que tout au long de son procès en 2024, jamais le statut d'autochtone de cet individu-là a été emmené devant le juge, et normalement, ça doit être fait depuis 1996 avec un arrêt de la Cour suprême qui dit qu'il faut traiter les Autochtones à part qu'on traite les Blancs. Mais et c'est vrai, puis ouais. Toute la question là, du traitement des Autochtones en prison, c'est vrai que c'est un gros dossier, c'est vrai que c'est terrible, c'est vrai qu'il y en a trop, et c'est vraiment malheureux pour eux, mais si on en revient à l'histoire de Julie, ce qu'on comprend, c'est qu'il est assez fin finot pour se trouver toutes sortes de façons de retarder le processus, de demander des faveurs. Est-ce que vous pensez vraiment, Pierre-Hugues Boisvenu, que le meurtrier de votre fille pourrait se voir donner des sorties, par exemple? Parce qu'on comprend, il ne peut pas sortir avant d'avoir fait ses 25 ans. Là. Ça, c'est dans 3 ans. Il ne peut pas, là. Au début de mon allocution, ce que je veux dire au commissaire, je viens ici pour 3 raisons. Mm-hmm. D'abord, être le porte-parole de Julie. Ouais. C'est elle qui est assassinée. Deuxième des choses, pour dire à la commission comment les droits des victimes versus les droits des criminels sont inégaux, malgré qu'il y a une charte des droits des victimes qui parle du mot participation. Participation, ça ne veut pas dire d'être des spectateurs, ça veut dire de pouvoir poser des questions au commissaire, même à la limite poser des questions criminelles, mais tout ce qu'on a le droit, c'est de faire une déclaration, si l'individu n'est pas autochtone. Mais s'il est autochtone, on a le droit de poser des questions. Tu vois, il y a deux systèmes, autochtones ou pas. Puis le troisième élément, c'est de dire au commissaire que le système des libérations conditionnelles doit faire en sorte qu'un individu qui a agressé toute sa vie des femmes, il ne faut pas que ils ont un terme qui disent le risque n'est pas inacceptable pour la société. Non, c'est pas ça que je lui dis. Il faut que le risque soit 0. Exactement. 0. Il n'y a pas de risque acceptable. Il n'y a pas de risque acceptable d'un individu qui a agressé presque toutes les femmes qu'il a croisées dans sa vie. Mais il n'y a pas des rapports sur sa dangerosité, sur le fait que c'est un récidiviste, meurtrier. Il y a quand même eu prison à vie. Prison à vie, ça veut rien dire, Pierre-Hugues? Ça veut dire prison à vie, normalement, c'est que tu restes en dedans jusqu'à temps que tu ne représentes pas un risque acceptable. Oui, mais là... Passons au meurtrier de Bolduc, Isabelle Bolduc. L'individu a resté en prison presque 32 ans. Passons au Pimparé, qui a tué, il a envoyé en bas du pont Jean-Cartier. Il est encore en prison. Ouais. Il va peut-être rester en prison toute sa vie. C'est pour ça que c'est prison à vie, tant ou son temps que l'individu représente un risque pour la société. Et ça dit quand même sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Ouais. Fait qu'en théorie, il ne devrait même pas se faire donner des permissions de sortie. Là. Exactement. Parce qu'une permission de sortie, ça peut faire beaucoup de dommages. Oui, puis il faut comprendre que lorsque la commission autorise des sorties avec escorte ou pas,
la décision finale n'appartient plus à la commission, elle appartient au service correctionnel. Il ne revient pas devant la commission après 26 ou 27 ans. C'est le service correctionnel qui va prendre la décision. Donc, c'est un drôle de système. Donc, moi, je me dis, puis je vais être là pour défendre ça, pour dire, je n'ai pas eu d'informations depuis 5 ans sur son parcours. Cet individu-là n'a pas commencé à s'impliquer dans des programmes avant 7 ans après son incarcération, parce que, vous savez, il était jusqu'en Cour suprême. Ouais. Nous, on était 7 ans dans les procédures. Et comme il y a Qu'est-ce qu'il demandait en Cour suprême? un nouveau procès. Ah, c'est ça. Donc, il a commencé il y a à peine quelques années à suivre des programmes au niveau de son comportement de déviant, parce qu'il savait que dans quelques années, il serait devant la commission. Donc, c'est un peu... Mais il n'y a personne, un psychiatre qui l'a évalué, qui dit cet homme, ce criminel qui a tué Julie Boisvenu, est un pervers sexuel à gros risque de récidive. C'est un récidiviste. C'est ce que je m'attends à ce que... Donc, il n'y a personne qui a ça comme... C'est ce que je m'attends à avoir comme information la semaine prochaine. J'ai posé des questions parce que je suis en contact avec le service correctionnel et la commission depuis 2-3 jours. J'ai posé des questions. Est-ce que je vais avoir accès aux évaluations de risque? On m'a dit non. Vous allez avoir une espèce de portrait général. Mais pourquoi vous n'auriez pas accès? Bien, c'est ça la question. Pourquoi le public n'a pas accès à cette information? Normalement, étant donné que c'est les contribuables qui payent son séjour en prison quand même depuis 22 ans. Parce c'est sur le principe, c'est un examen médical, et un examen médical demeure confidentiel au patient. Parce que lorsqu'il est traité par un psychiatre, ce n'est plus un détenu, c'est un patient, tu comprends? Oui. Donc, l'information n'est pas rendue publique. Alors que, je me dis, cet individu-là a enlevé la vie à quelqu'un, donc l'information le concernant est de nature publique. Tout à fait. Parce qu'il a commis un crime qui a été rendu public, il y a eu un procès public, donc ça veut dire que son évaluation devrait être rendue publique. Moi, je vais poser la question. Et son statut de détenu devrait avoir préséance sur son statut de patient. Exactement. Et moi, je vais dire au commissaire, si cet individu-là, êtes-vous prête à recevoir comme voisin cet individu-là chez vous? Si vous le recevez comme voisin, allez-vous informer votre conjointe? Allez-vous informer votre fille? Si vous informez votre conjointe et votre fille, c'est parce que vous pensez qu'il y a un risque. Non, mais c'est terrible. Je peux pas croire que ce gars-là ait à nouveau le droit de se promener comme ça dans la rue. Là. Puis on sait, moi, j'ai eu des messages hier, là, et un agent carcéral qui était en Gaspésie lorsqu'il était détenu me dit, il ne peut pas être libéré. C'est un individu qui se joue du système, qui manipule le système. Puis je pense que le fait que cet individu-là a commencé il y a à peine quelques années à suivre des thérapies, c'est parce que ça fait partie de son rôle de manipulateur. On aimerait que le système judiciaire ait des garde-fous pour éviter que des personnages comme ça soient remis en liberté. De ce que vous en savez, Pierre-Luc Boisvenu, de ce que vous voyez là, comme expérience, il y a eu des cas, vous en avez nommé quelques-uns tout à l'heure. Est-ce que c'est possible qu'il soit remis en liberté? M. Bolduc, qui était à la dernière audience d'un des 3 criminels, il s'est objecté à sa remise en liberté parce que les commissaires n'ont pas fait la preuve qu'il n'était plus à risque. Ils l'ont quand même remis en liberté. Donc, moi, je crains que les commissaires, que leur décision est déjà prise. Donc, moi, je vais essayer d'aller à cette audience-là, honnêtement, rigoureusement, pour leur démontrer que cet individu-là, toute sa vie a été une vie d'agresseur et il va continuer à être agresseur. Donc, si vous n'assurez pas aux femmes du Québec ou du Canada, parce qu'on ne sait pas où ce qui va être installé, si vous n'assurez pas à ces femmes-là une sécurité maximale, ouais. Êtes-vous prête à prendre la responsabilité si un crime est commis? Parce qu'on l'a vu dans le cas de Galézé, lorsque Mme Lévesque est assassinée. Tout le monde se cachait au service correctionnel et à la commission, même si on a permis à Galézé d'aller voir des escortes. Personne est sorti publiquement en disant « j'ai commis une erreur ». On s'est tous cachés. Puis quand la famille a poursuivi le service correctionnel, ben on a acheté la famille en versant un montant. C'est la façon qui fonctionne. Les Mais le but de la commission, c'est de remettre les gens en liberté? Le but de la commission, c'est très, très clair. Le but du service correctionnel, c'est très, très clair. C'est la protection de la population. Alors? Mais
quelque part, ces gens-là qui ont peu de contact avec la réalité, ils ont un contact avec l'intérieur, avec les criminels, j'ai comme l'impression quelquefois que le criminel, à force de l'installer dans des programmes, il devient pour eux une victime. Puis on n'évalue pas les résultats, on évalue l'effort. Tu peux faire beaucoup d'efforts sur un programme, mais si le résultat fait en sorte que tu es encore dangereux, c'est pas parce que tu as fait des efforts que tu dois être remis en liberté. C'est les résultats qu'il faut évaluer. Donc moi, je vais être là. Ce qu'on voit maintenant, c'est qu'on dirait qu'il y a quasiment une industrie de la circonstance atténuante pour tous ces criminels. Je veux dire, on parle un peu depuis dimanche des témoignages des parents de Bissonnette dans la tuerie de la mosquée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais certaines personnes disent, bon, maintenant, c'est sûr qu'il n'a pas eu une vie facile, il a été intimidé. Il y a un peu d'un début de victimisation ici. Là. Les gens qui n'ont pas eu les vies faciles, j'en ai croisé des tonnes dans ma vie. S'ils étaient tous des criminels aujourd'hui, on n'aurait pas assez de prison ou pas assez de pénitencier. Donc, moi, je me dis, oui, tu peux avoir une enfance difficile, oui, tu peux être intimidé à l'école, mais il y a des ressources que tu peux aller chercher, il y a des démarches que tu peux faire. La démarche de tuer du monde parce que tu es intimidé n'est pas une excuse, n'est pas une raison. Donc, c'est certain que j'ai écouté le reportage, puis j'ai dit c'est un petit peu surréaliste, là, à mes yeux, là, mais il a quand même tué 6 personnes. Ouais. J'espère que vous allez avoir combien de temps là, pour témoigner, vous, le 12 mars? Non, normalement, comme c'est dans un cercle, là, que je l'ai dit, autochtone, ouais. Le temps ne compte pas, donc on intervient. Vous aurez le temps que vous voulez, parce que moi, j'ai des victimes... On intervient, oui. Si ça aurait été dans le contexte d'un Blanc qui est à la commission, tout ce que je peux faire, c'est lire ma déclaration, mais je ne peux aucunement commenter ce qui pourrait se dire de faux. Mais là, je reviens avec le cercle. Allez-vous être dans le même cercle que le criminel qui a tué votre fille? Il y a 2 cercles. Il y a le premier cercle, c'est les intervenants principaux, puis il y a un cercle autour qui sont les aidants. Donc, il va avoir ses aidants, lui, ils sont 4 ou 5. Moi, il va avoir Dave Blackburn, un ancien commissaire qui va m'accompagner. Il y a la directrice générale de l'AFPAD qui va m'accompagner. Donc, je vais avoir quelques intervenants avec moi. Pierre-Hugues, vous avez toute notre empathie. Je veux dire merci à tous les gens qui m'ont écrit. J'ai eu des milliers de messages. Je veux leur dire merci. Votre support est indispensable. Merci beaucoup, Pierre-Hugues Boisvenu. Merci, Isabelle. Merci à tout le monde. On se retrouve demain. Bonne journée.